Et gros comme toi, ça m'a toujours fait rigoler. Parce que quand ça dégringole, la fin de ces boucans. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on y vient à la review du film événement de cette année, puisque oui, Dune partie 2 vient de sortir, donc forcément c'est impossible de ne pas en parler. Alors pour ceux qui connaissent bien la chaîne, c'est pas trop un secret, mais pour les autres, faut savoir que je suis un fan de l'univers de Dune, à travers le cycle entier écrit par Frank Herbert. Alors, je corrige, puisque non, le dernier volet s'inspire de ses notes, mais c'est finalement son fils Brian Herbert, donc épaulé par Kevin J. Anderson, qui en sont véritablement les auteurs. Et ce sont eux ensuite qui ont étendu l'univers justement à travers pas mal d'autres bouquins pour pouvoir étoffer tout le domaine de Dune. Et j'admets que, parce que ma chaîne n'existait pas encore à l'époque du premier opus, étant aussi fan de Denis Villeneuve, finalement quand j'avais appris que le mec allait l'adapter, forcément j'étais joie. Donc oui, le premier opus, j'ai adoré. Avec toutefois des réserves, puisqu'il y avait quand même des omissions, et puis également des petites zones de flou, et si l'esthétique globale était absolument sublime, on sentait quand même la timidité de Villeneuve à aborder vraiment de plein pied la richesse visuelle possible de cet univers, ou même la richesse tout court de cet univers. Et puis j'avais aussi quelques réserves concernant l'absence ou le peu de présence de certains personnages, même si ce choix était plus ou moins logique de la part de Villeneuve, mais ça on pourra y revenir. Mais c'est vrai que lorsqu'on est fan d'un univers, on est sur le point d'adapter, forcément notre niveau d'exigence peut facilement nous amener à la déception, tant on a fantasmé un petit peu cette adaptation de ce monde au cinéma. Et quand Denis Villeneuve prétend vouloir pousser justement les potards un peu plus fort en termes d'épique, mais aussi de développement d'univers, ça pousse forcément à l'excitation. Donc qu'en est-il de ce second volet? Est-il à la hauteur de nos attentes et de nos espérances? Alors oui, je sais, vous avez déjà vu des critiques ou des vidéos qui insistent toutes sur le fait que la photographie de Greig Fraser est encore sublime, que la mise en scène est percutante, que l'épique est au sommet, que le sound design est ouf, que c'est hyper palpable, que ça fait péter tout essence et j'en passe, et que oui, formellement, c'est absolument incroyable. Je le dis, Dune partie 2 est formellement incroyable. Voilà, on va pas épiloguer 107 ans pour répéter ce que vous savez déjà et que en plus vous vous doutez que quand vous savez en plus qui est aux commandes du truc. Donc il est clair que si vous aimez le 1, vous allez adorer le 2, c'est évident. Et si vous avez détesté le 1, forcément que vous n'allez pas aimer ce deuxième opus, vu que la remise en question, c'est pas le fort de l'être humain. Et puis parce que Denis Villeneuve fait partie maintenant de ces réalisateurs un peu comme Christopher Nolan, sur lesquels on aime bien taper pour être un petit peu transgressif. Maintenant, je préfère me concentrer un peu plus sur le fond, c'est-à-dire que oui, le film est différent du premier, c'est évident. Même s'il est dans la parfaite continuité et que, pour moi, j'arrive pas à les voir comme deux films, mais vraiment comme un seul coupé en deux, avec chacun sa thématique propre, ou ses thématiques propres, parce qu'elles sont quand même multiples. Donc forcément ici on poursuit notre récit autour du monomythe décrit par Joseph Campbell, mais où celui-ci va quand même subir quelques remous qui vont avoir un impact considérable sur tout l'univers de Dune. Mais surtout sur le héros, à travers donc un Timothée Chalamet qui est toujours aussi impeccable. Et donc le premier opus avait ses propres thématiques qui servaient d'introduction, à savoir présenter un univers qui subit un petit peu la politique colonialiste et ultra-commerciale de l'épice, qui fait vraiment référence à l'époque où justement Herbert écrit Dune, à la montée en puissance de l'industrie du pétrole et de l'émergence de groupes qui régissent le monde grâce à cette ressource. D'ailleurs, difficile de ne pas voir l'allusion justement aux Indiens d'Amérique à travers le peuple Fremen, donc ceux qui ont en plus dernièrement vu Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese verront d'autant plus l'allusion. Donc oui, l'épice, c'est le pétrole. Ajoutez à ça les propriétés de préscience de l'épice, donc qu'elle peut procurer, qui faisait également référence à la montée en flèche du commerce et de consommation de la cocaïne, du temps de Herbert également. Donc le côté drogue de l'épice est très marqué là aussi dans ce premier opus.
Et donc des thématiques appuyées par des intentions politiques à l'échelle universelle, faisant place forcément à des trahisons et un jeu de pouvoir de grande ampleur, symbolisé notamment par la mort de la maison des Atréides. Donc d'ailleurs, le meurtre du duc Leto n'est pas anodin, il était un petit peu vu comme un homme avec de la compassion, donc un trait de caractère considéré comme de la faiblesse, et plus encore dans un univers qui s'apparente effectivement à l'industrie du pétrole. Je sais pas, imaginez le PDG du groupe Total Energy faire preuve de compassion. C'est impossible dans un tel business, quoi. Là, c'est exactement pareil. À cela, tu ajoutais les intentions religieuses et prophétiques. Et alors, si certains propos de Frank Herbert semblaient quand même relativement flous dans le traitement du premier opus, cette partie 2 en est véritablement complémentaire et vient éclairer les zones d'ombre pour rendre vraiment le tout beaucoup plus accessible, tout en proposant des thématiques vraiment différentes du premier volet, comme je le disais. Donc oui, la séparation en deux parties se justifie vraiment pour bien faire le distinguo. Et ici, c'est vraiment le manichéisme qui est mis à mal à travers cette deuxième partie, parce que toute cette machination prophétique n'est véritablement qu'une façade, notamment quand on veut créer des messies qui sauveront les opprimés, mais que la portée de cette prophétie montée de toutes pièces depuis des siècles a vite fait de transformer un élu en prochain oppresseur. Voire pire, des fois, entre le sauveur et l'oppresseur, il n'y a qu'à pas à franchir. Parce que là, c'est vraiment l'aspect génocidaire qui est mis vraiment au milieu de la table, volontairement en plus, au nom du fanatisme pour une idole messianique bidon, alors entre guillemets, dont la prophétie est prêchée telle une campagne marketing de grande ampleur. Et au final, dans ce film, qui est gentil ? La question mérite d'être posée. Donc au même titre qu'on comparait justement à l'époque de la production du premier opus de Dune, on le comparait à Game of Thrones, alors qu'en fait c'est plus Game of Thrones qui ressemble à Dune. Ce sont vraiment des franchises qui refusent d'être sympathiques avec leurs héros et qui refusent de nous laisser nous reposer justement sur l'idée qu'on se fait d'eux et du camp auquel ils appartiennent. On est clairement là-dedans. Et donc ce second opus va chercher plus avant encore à nous bousculer par rapport au chemin du héros selon Joseph Campbell. Donc Paul est-il un héros ou non ? C'est là tout le propos du film. Et c'est là la difficulté de Paul de faire ses choix en connaissant justement les causes des choix qu'il va faire lui-même, quoi. Donc oui, si là où il y a du pouvoir à prendre, il n'y a pas de gentil, est-ce que le héros reste gentil s'il prend le pouvoir ? C'est là toute la subtilité de la chose. Ce que le film de David Lynch de 1984 ne réussissait pas à faire, entre autres, par choix aussi, même si je l'adore ce film-là, mais Paul Atreides était caractérisé tel un héros, et notamment à la fin. Là, la notion est beaucoup plus floue, mais volontairement, pour créer cette ambiguïté perpétuelle dans la tête du héros. Et parce que c'est en conformité justement avec ce que le bouquin de Frank Herbert racontait. Et donc en cela, quand Christopher Nolan définit ce film de mélange entre Lawrence d'Arabie et l'Empire contre-attaque, on est exactement là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que Denis Villeneuve a un amour pour ce bouquin, parce qu'il a rien d'évident. Faut quand même pas oublier que là, avec Dune, le mec parvient quand même à rendre mainstream un truc qui n'a pourtant pas vocation à l'être, tant il est aux antipodes des standards hollywoodiens, si toutefois tu envisages d'être fidèle à l'œuvre originale. C'est donc une des raisons pour lesquelles justement Hollywood a toujours été un petit peu frileuse à développer cette histoire au cinéma. Et donc oui, à travers ce développement complémentaire, sous la forme de ce second opus, la carte de gouvernance de cet univers se dessine déjà un peu plus, même si on est loin d'en avoir fait le tour, bien sûr. Et c'est peut-être là le souci du film, mais surtout, on va dire, quand tu connais hélas plutôt bien les bouquins. Donc il y a 2-3 petites choses qui, moi, m'embêtent. Alors attention, c'est seulement du chipotage de ma part en tant que fan. C'est-à-dire que bon, si tu connais pas le bouquin, franchement, c'est épique, c'est dantesque, c'est d'une complexité et d'une richesse absolument dingue qu'on ne retrouve malheureusement plus au cinéma. Mais quand tu connais les bouquins, effectivement, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais oui, je trouve que malgré l'ampleur du film, Denis Villeneuve reste timide, quoi. Alors attention, j'irai pas jusqu'à ce que j'ai pu lire parfois, comme des personnes qui reprochent le fait que c'est une mauvaise adaptation parce que la chronologie n'est pas respectée.
En fait, il faut comprendre que tu réalises pas un film comme t'écris un bouquin et t'adaptes pas un livre, notamment de plus de 800 pages, en film sans passer par quelques parades. Sinon, il faudrait aussi tirer sur Peter Jackson et son Seigneur des Anneaux dans ce cas. Donc effectivement, il y a des choses qui ne figuraient pas dans le premier opus et qui auraient dû y être, mais bon, c'est normal. Tu vas pas intégrer des personnages pour 2 minutes de film dans le premier opus quand justement ça va pas avoir grande utilité. Là, tout l'intérêt, c'était d'apporter justement un peu d'équilibre. Comme ça, le second opus avait un peu de nouveauté à offrir aux spectateurs. Donc oui, il y a des libertés prises par Denis Villeneuve et que je comprends parce que ça apporte de la clarté, mais t'en as d'autres que je trouve moins intéressantes. Donc on a des personnages qui ont totalement disparu de l'histoire, comme par exemple le cas de Thufir Hawat. Alors si c'était ça, à la limite, fallait mieux pas l'intégrer au premier opus. Et puis tu en as d'autres qui n'y figurent pas, alors en tout cas pas physiquement. Donc par exemple le cas de la sœur future de Paul, donc Alia, alors qu'elle a pourtant un rôle capital dans le bouquin et que son rôle a également un impact sur le roman Le Messie de Dune que Denis Villeneuve compte adapter d'ici quelques années en vue de clôturer l'arc narratif autour de Paul. Donc on a également des choses qui semblent clairement avoir été coupées au montage et quand tu connais bien le bouquin, ça te saute encore plus à la figure. Notamment une histoire entre le baron Harkonnen et son neveu Feyd-Rautha. Ensuite, on a des choses qui sont traitées peut-être un peu trop à la légère. Il faut savoir que Dune, c'est un univers d'une densité ahurissante. C'est pas réputé, comme je le disais, pour être l'un des bouquins les plus inadaptables pour rien, en dehors de sa narration, qui est quand même très particulière. Et d'ailleurs, je corrige, parce que je parle de bouquins, mais c'est vraiment l'univers de Dune au complet qui est une folie à adapter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup se soient déjà cassé les dents à s'y essayer, et que passé justement le tome Les Enfants de Dune, qui avait fait l'objet d'une mini-série, on n'a jamais osé s'atteler à creuser le cycle de Dune au-delà du 3e livre, via l'audiovisuel, tellement ça devient de plus en plus complexe et compliqué. Mais pour ce qui est de ce film, c'est vrai que c'est un peu light, comme par exemple La Maison Corrino de l'Empereur, si ce n'est une... Voilà, t'as vraiment l'impression de voir en fait une fille qui vient rendre visite à son vieux père à la maison de retraite. Alors oui, je grossis un peu le truc, mais je trouve que Villeneuve, même en ayant survitaminé la forme, tu sens que la timidité le ronge toujours autant en la matière, quoi. C'est-à-dire que, bon, quand t'as par exemple un acteur comme Christopher Walken qui joue le mec qui dirige l'univers, alors quand je dis dirige, façon de parler, il dirige plus ou moins, t'en profites quand même un max avec un acteur comme ça. Là, non. En fait, on a vraiment un empereur un peu faiblard, à mon goût, donc, qui est en pyjama, dont le monde se résume finalement à un jardin et à quelques voûtes en extérieur. C'est dire, je suis même pas sûr qu'on cite le nom de l'empereur durant tout le film. Alors les autres maisons du Landsraad, bon, on sait qu'elles existent, mais qui elles sont, on n'en sait rien, alors que Denis Villeneuve doit les intégrer en plus dans le 3e film. Pareil pour la guilde, et notamment le fonctionnement de tout ça. Et je trouve que ce manque de développement peut vite être préjudiciable, notamment pour ce 3e film à venir, qui de toute façon verra le jour, puisque bon, le premier opus a cartonné en pleine période de troubles cinématographiques liés au Covid. Là, c'est un second opus qui déjà va bénéficier de l'aura de son prédécesseur, et en plus n'a absolument aucune concurrence. On va pas dire que sa grosse concurrence, c'est Madame Web. Donc c'est évident que ça va cartonner, c'est même au-delà de ce que l'on pense. D'où le titre de ma miniature quand je dis « Dans ta gueule Hollywood », alors que pourtant Dune reste un blockbuster d'une grosse major hollywoodienne. Mais c'est une manière de prouver qu'encore une fois, là où l'usine à rêve s'entête depuis près de 10 ans à nous noyer sous la médiocrité à gros budget, et ce malgré les échecs, ce futur succès qui fait suite à celui de Oppenheimer, c'est une manière supplémentaire de faire comprendre à Hollywood que le spectateur n'est pas plus bête qu'un autre et est tout à fait apte à apprécier et reconnaître un film bien fait et qui ne le prend pas pour un imbécile, quoi. Et ça, c'est très important pour que, enfin, les gros studios
vraiment prennent le pli vers quelque chose d'autre que de la marvellerie ou encore tout ce qui est autre Fast and Furious, quoi. Pour ce qui est du reste, le casting est absolument exceptionnel, si ce n'est peut-être Javier Bardem qui cabotine un petit peu. En revanche, le personnage que moi j'attendais le plus, c'était évidemment celui de Fedorova. Donc Austin Butler m'a littéralement fasciné dans le rôle, hein. Mais enfin bon, quand on est bien dirigé, il n'y a pas de miracle. Mais globalement, même en dehors des quelques omissions ou libertés décidées par Denis Villeneuve, on reste quand même sur du très grand cinéma. Et étant donné que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi beau en termes de science-fiction, on va quand même pas bouder notre plaisir, surtout quand on sait que sans Denis Villeneuve, on n'aurait peut-être toujours pas eu Dune au cinéma, ou alors on aurait eu ça, mais entre les mains d'un tâcheron. Donc bien sûr, les quelques réserves que je peux avoir en tant que fan ne m'empêchent évidemment pas de voir ce film comme une véritable maestria, avec donc l'espoir que ça encouragera notamment les studios à creuser un peu plus dans le domaine riche de la littérature de SF. Donc la SF que malheureusement beaucoup sont assez frileux de développer, si ce n'est peut-être à travers justement des séries télévisées. Et surtout de creuser tout ça à travers le sérieux qui fait cruellement défaut à Hollywood depuis trop longtemps dans la production des blockbusters. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!